Alors, je crois qu'on peut faire de l'informatique à tous les niveaux. C'est-à-dire, je crois que les enfants qui sont en maternelle, les élèves des 3 sections de maternelle, sont déjà eux-mêmes confrontés à des problèmes de traitement de l'information, de compréhension de l'information. Ils commencent, disons plus pour les dernières sections de maternelle, à comprendre le lien qu'il y a entre un dessin qu'on peut tracer avec un crayon et la signification qu'on peut associer à ce dessin. Ils commencent à savoir écrire leur nom, par exemple, avec des lettres. Alors, il y a un enseignement spécifique de l'informatique qu'on peut imaginer pour ce niveau. Et puis à l'inverse, à l'autre bout de la chaîne éducative, on a le doctorat avec d'autres problématiques. Donc c'est pas du tout les mêmes choses qu'on peut enseigner à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, en doctorat. Bon, c'est des questions très différentes, mais c'est des questions cependant qui s'enchaînent et qui à la fois se posent la question de la manière dont nous vivons avec des signes, dont nous échangeons de l'information, dont nous exprimons de l'information avec des signes, dont nous transformons de l'information, dont nous stockons de l'information, dont l'information peut voyager dans le temps et dans l'espace. Et il n'y a pas d'âge où ces problèmes ne se posent pas. Donc ça posera bien entendu des problèmes pédagogiques spécifiques. Je pense qu'il faudra beaucoup travailler avec les enseignants de maternelle pour comprendre ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Mais on sait, par exemple, parce qu'il y a eu des expériences dans d'autres pays, qu'on peut très tôt faire manipuler des objets numériques, des objets informatiques par des enfants très jeunes. Ouais, c'est le cas en Grèce notamment. C'est le cas en Grèce notamment. Damien Pellier et David Janicek, enseignants-chercheurs tous les deux en informatique à l'université Paris-Descartes, ont communiqué sur la mise en place d'un enseignement en robotique en utilisant le robot Nao. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce robot et dans quel contexte cet enseignement s'est-il inscrit ? Notre objectif, c'était d'amener les étudiants à une démarche de programmation et à finalement les amener à incarner les aspects notamment liés à l'algorithmie au travers de quelque chose de palpable. Et la robotique est une des manières d'incarner finalement les algorithmes, des concepts abstraits, dans l'exécution physique de quelque chose, et dans notre cadre d'un robot Nao. Et puis l'objectif aussi sous-jacent et qui dresse un petit peu le contexte, c'est aussi de fournir à nos étudiants l'envie d'aller vers des carrières scientifiques, les amener vers nos masters et vers des problématiques de recherche qui nous intéressent plus particulièrement nous. Et l'idée, c'est de les prendre le plus tôt possible sur des outils qui sont extrêmement technologiques, leur montrer que c'est pas si dur et susciter chez eux des vocations. Donc voilà un petit peu le contexte général qui nous a poussé et qui nous a amené à acquérir Nao dans le cadre de nos formations à Paris-Descartes. Qu'est-ce qu'ont produit les étudiants ? Quelle a été leur activité ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Donc dans les projets qu'on avait proposés aux étudiants, il y avait donc Nao joue au puissance 4. Donc du point de vue de l'enseignant, l'intérêt c'est de recycler finalement des vieux sujets, puisque les applications informatiques de puissance 4 finalement existent depuis assez longtemps. Et pour les étudiants, ça n'aura pas été nouveau. Le fait de devoir l'incarner avec un robot pose tout un tas d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'il y a les problèmes de perception, il y a les problèmes de rétroaction entre la récupération du pion, mettre le pion dans le jeu, qui pose à une place adaptée. Donc ça permet de réutiliser finalement un sujet qui est assez traditionnel et de le renouveler et de le rendre de nouveau intéressant. Et après, face aux difficultés techniques qu'on a rencontrées, par exemple la disponibilité, la salle de robotique, le fait qu'on n'ait qu'un seul robot et qu'il faille le partager entre tous les projets, on voit bien que les étudiants ils ont quand même été assez patients, ils ont été face à ces difficultés-là, alors que sur des projets informatiques plus classiques, les étudiants ont tendance à se décourager. Là, le fait d'avoir accès aux robots, qui savaient être une technologie de pointe, assez coûteuse, ça les a incités à persévérer. Le fait que le robot soit humanoïde, ça donne un petit peu, quand on parle avec eux, l'idée que finalement c'est un petit enfant à qui il faut apprendre quelque chose. Il y a cet aspect-là, donc c'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu cette idée-là qu'on perçoit quand on discute avec eux. L'idée, c'est effectivement d'avoir différents robots. Là, on a parlé de Nao, effectivement, qui est le robot le plus visible dans nos formations. Mais en fait, on a un large panel de robots. On utilise aussi des Lego Mindstorm pour des problèmes plus basiques. On a fait le solveur de Rubik's Cube, donc on revisite aussi des grands classiques. Sur YouTube, d'ailleurs, je crois. Tout à fait, oui. Donc là, il résout en à peu près une trentaine de secondes le Rubik's Cube. Mais il y a aussi des choses autour des autres technologies. Donc, par exemple, le téléphone portable, où on va, par exemple, cette année proposer des sujets
sujet avec une Kinect, donc l'outil de Microsoft qui permet de visualiser des mouvements, et on va essayer de lier ces nouvelles technologies avec des applications robotiques, par exemple. Et puis le point intéressant, c'est que effectivement il y a des vidéos sur YouTube, et c'est un élément qu'on avait vu qui était important avec l'utilisation de la robotique, c'est que les étudiants, déjà sont beaucoup plus satisfaits que les autres de ce qu'ils ont fait, mais en plus ils peuvent le présenter, ils peuvent le valoriser, et dans une communication qui nous échappe. C'est-à-dire que très tôt, dès qu'ils ont commencé à avoir des résultats, ils ont voulu le communiquer à leurs copains au travers de YouTube, au travers de Facebook. Donc ça, c'est une communication qui nous a échappé. Et après, on a vu aussi que à partir du moment où ils avaient vu que ça avait un impact auprès des autres, et ben ils nous ont aidés dans la valorisation. Et donc ça, c'était plutôt sympathique de voir que ils se sentaient aussi investis d'une mission de communication vis-à-vis de ce qu'ils avaient fait, mais au-delà du travail, mais aussi pour présenter notre établissement et l'investissement qu'avait fait notre établissement dans leur formation. Et on voit qu'effectivement ça leur ouvre des portes en termes d'emploi, de stage. On a organisé effectivement des rencontres entre des professionnels d'entreprises et les étudiants. Le fait qu'ils présentent leurs réalisations qui ne sont pas forcément dans le domaine de l'entreprise concernée, mais c'est une manière de dire voilà ce que je sais faire, ça les met en valeur, ça les met en confiance, et les entreprises aiment bien.